monde interconnecté d'aujourd'hui, le monde conflictuel également qui est le nôtre, l'élaboration de normes internationales est une source d'espoir pour l'humanité. L'ISO reconnaît la contribution fondamentale des universités à ce travail, en particulier pour la normalisation internationale, en enseignant ce qui peut être obtenu grâce à la coopération pour l'élaboration de normes internationales. Le développement de travaux de recherche et académiques sur la normalisation, la participation à l'élaboration de ces normes, c'est la contribution du monde académique à la pointe de la recherche et de la technologie pour intégrer tout cela dans le monde par le biais de normes internationales. Pour ces raisons, l'ISO et ses organes permanents soutiennent les universités afin de promouvoir tous les travaux allant dans ce sens. Comme le recteur l'a déjà dit, j'aimerais reconnaître moi aussi le partenariat très particulier qui nous unit à l'Université de Genève. Nous sommes ravis de pouvoir soutenir l'Université de Genève dans le cadre de ce programme de master sur la normalisation, la réglementation sociale et le développement durable. Un programme lancé en 2011 déjà, qui est couronné de succès, qui continue de grandir. Ce programme est particulièrement important pour l'ISO parce que nous utilisons tout ce matériel et cette expérience ainsi obtenue pour diffuser des connaissances à tous nos membres, où qu'ils soient dans le monde. À nouveau, merci. Merci beaucoup pour ce partenariat très fructueux. J'aimerais maintenant donner la parole à Lucien Baccaro qui va dire quelques mots sur cette collaboration. Bonsoir, je m'appelle Lucio Baccaro, je suis professeur de sociologie à l'Université de Genève et je suis co-directeur avec le professeur Bernard Morard du résultat principal jusqu'à maintenant de cette collaboration entre UNIGE et ISO. Le master s'appelle Standardization, Social Regulation and Sustainable Development. Et il dérive du croisement de trois axes disciplinaires, l'axe du standard setting, c'est-à-dire de la normalisation, qui est la spécialité de ISO, l'axe du développement durable et l'axe de la gouvernance participative. La nouveauté de ce master est qu'il y a beaucoup de masters spécialisés dans chacun de ces axes, mais il n'y a rien, à ma connaissance, à notre connaissance, qui essaye systématiquement de les mettre ensemble de façon cohérente. Comment on essaye de le faire? Premièrement, la notion de développement durable qu'on aborde est plus vaste que la durabilité environnementale. On prend aussi en compte la durabilité sociale, comme le font les organisations internationales principales. On essaye de mettre ensemble cette idée de durabilité des politiques avec la gouvernance participative. Et là, le présupposé dessus est que les politiques publiques sont plus efficaces et ont plus de succès si elles impliquent les acteurs qui sont directement concernés. Et finalement, le rôle de la normalisation, pas seulement un rôle technique pour les ingénieurs, mais un rôle de catalysateur de processus de dynamique sociale. La normalisation permet aux acteurs qui sont impliqués par les politiques, par les mécanismes de gouvernance, d'être plus concrets, de monitorer les comportements respectifs et d'avoir une idée claire des points de repère par rapport au but que les politiques publiques visent. L'orientation pédagogique est interdisciplinaire, donc c'est une collaboration avec ISO et aussi entre les deux facultés. En particulier, il y a trois disciplines qui sont concernées, la sociologie, l'économie et les sciences de gestion. C'est un master avec un nombre d'étudiants limité, 20 étudiants à régime, donc un rapport entre
enseignants et étudiants qui est très élevé, un master qui implique aussi un stage important dans des organisations internationales, des entreprises, des ONG, et toute une série de cours de fondation, cours sur la gouvernance et la politique publique, cours de gestion et soutenabilité, cours à choix, et finalement le stage qui amène aux mémoires de maîtrise. Les cours sur Business and Sustainability sont coordonnés directement par nos partenaires de ISO. Pour conclure, juste quelques mots sur nos étudiants. Nous avons fait 3 cycles de ce master. La première année académique, on avait 6 étudiants, on a commencé tout petit. Maintenant, la deuxième année, on a eu 15. Cette année, il y a eu 22 étudiants. On pense garder cette dimension petite de la classe parce qu'on a besoin d'assurer des opportunités de stage à nos étudiants. Nous avons des candidatures de tous les continents, 40% d'Europe, 25% de l'Amérique du Nord, à peu près 20% de l'Amérique du Sud. Et juste pour terminer, nos étudiants du 10e cycle ont fait des stages dans des organisations importantes à Genève comme Eurofin Asia Group, European Forest Institute, Global Development, Impact Economy, International Labour Organization, Price Waterhouse, the World Conservation Union, WWF, India. In brief, excusez-moi. Donc, il y a plusieurs masters spécialisés sur les 3 thématiques. Je suis orgueilleux de dire que l'Université de Genève est la seule université à avoir un master de ce type qui essaye de mettre ensemble de façon cohérente ces 3 axes disciplinaires. Et avec cela, je passe la parole à M. Gerundino de ISO. Merci beaucoup. Thank you, Lucio. Merci, Lucio. Bonsoir à tous. Moi aussi, je vais m'exprimer en anglais. Mesdames, Messieurs, j'aimerais maintenant vous présenter l'orateur de ce soir que nous avons invité, qui sera également orateur invité dans un de nos cours demain. Comme l'a dit l'orateur précédent. Vous le connaissez probablement déjà. C'est quelqu'un de très connu au niveau international. Il a obtenu son doctorat à l'école de gestion du MIT en 1973. J'ai été moi-même chercheur au MIT et il a contribué à l'étude « Les limites de la croissance » publiée en 1972, une étude sur l'avenir de la planète demandée par le Club de Rome. C'était une première à l'époque qui a eu un impact gigantesque. 12 millions d'exemplaires ont été écoulés dans de nombreuses langues et cet ouvrage a déclenché un grand débat. De 80 à 89, il a été président de l'école Bay Norwegian Business School et de 94 à 99, directeur général adjoint du WWF. Il a occupé plusieurs hauts postes et des postes dans des conseils d'administration dans de nombreuses réunions, par exemple Tomra en Norvège, British Telecom au Royaume-Uni et une grande entreprise chimique aux États-Unis. Le professeur Randers est un membre du Global Report Initiative, GRI, une référence mondiale. Il est membre du conseil consultatif d'un réseau indépendant, d'un groupe de réflexion qui fait la promotion de nombreux outils pour faire avancer la durabilité. En 2005 et 2006, il a dirigé la commission norvégienne sur
les émissions, qui a présenté un rapport en montrant comment la Norvège pouvait réduire ses émissions de gaz à effet de serre des 2/3 d'ici à 2050. Il occupe aujourd'hui le poste de professeur en stratégie du climat à la BI Norwegian Business School. Il a édité de nombreux livres, y compris le best-seller 2052, publié en 2012. Il s'intéresse à l'analyse politique, aux dynamiques des systèmes et à la gestion en général. Il va nous faire part de son éclairage sur nombreuses de ces questions ce soir, et c'est donc un grand plaisir, un grand honneur de pouvoir l'entendre. Good evening. Bonsoir. À l'époque, je commençais toujours mes présentations par une plaisanterie, mais cela fait longtemps que j'ai cessé de le faire, car je me rends compte qu'il faut du temps pour que le public s'habitue à ma voix. Alors moi, je parle le plus bel anglais norvégien parlé dans le monde entier. Il faut un peu de temps, notamment pour les interprètes, pour s'y habituer. Par conséquent, il faut que je vous raconte toute une série de petites choses tout à fait anodines pour commencer. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire que je suis très heureux d'être de retour à Genève. J'ai vécu heureux à Communie pendant 6 ans, dans les années 90, et me suis rendue à nouveau dans le Jura ce matin, un environnement que je connais fort bien, pour faire de la raquette. Et puis, deuxièmement, j'aimerais vous dire que je vais vous montrer de nombreuses diapositives. Vous n'avez pas besoin de les regarder. En fait, ces diapositives ne sont là que pour vous impressionner. Elles ne sont là que pour vous indiquer qu'il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à réfléchir et qu'il y a beaucoup de choses au-delà de ce que je vais vous dire, bien au-delà des quelques mots que je vais vous dire dans l'espoir que vous compreniez mon message. Alors pour ceux d'entre vous qui aiment les diapositives, n'hésitez pas à les regarder, mais pour ceux qui ne les aiment pas, eh bien ne les regardez pas. En fait, je vais vous dire tout ce qui est important et qu'il faut que vous reteniez. Donc voilà, apparemment, vous me comprenez. En fait, moi, j'ai tendance à la dépression. Je suis vieux, mais j'ai un visage souriant. Et la raison à cela, c'est que cela fait 40 ans que je travaille en faveur du développement durable à différents postes que j'ai occupés et dont vous a parlé Daniel. Or, j'ai échoué. En effet, le monde est moins soutenable à l'heure actuelle que lorsque j'ai commencé mon rude labeur dans les années 70. Et c'est cela qui me déprime. De toute évidence, nous évoluons dans un territoire qui n'est pas durable lorsqu'il s'agit de climat. L'humanité émet 2 fois plus de CO2 dans l'atmosphère que ne peut l'absorber l'océan. Et l'autre moitié a fini dans l'atmosphère et y reste pendant des centaines d'années. Et nous continuons d'insuffler du CO2 et la concentration dans l'atmosphère augmente et continuera d'augmenter. Et la température également, jusqu'à ce que nous arrêtions de pomper du CO2 dans l'atmosphère. Il va donc falloir que nous arrêtions d'insuffler du CO2 si nous voulons que la température cesse d'augmenter. Voilà ce dont il s'agit lorsque l'on parle de développement non durable. Nous n'étions pas dans cet environnement non durable lorsque j'ai commencé mon travail dans les années 70. C'est pour cela que je suis déprimée. Moi, je souris toujours parce que je communique mieux si je souris. Permettez-moi de revenir 40 ans en arrière. Les limites de la croissance. Ce livre a été publié en
en 72, comme l'a dit Daniel. Il s'agit d'un petit livre qui contient 12 scénarios pour le développement depuis les années 70 jusque dans les années 2000. La plupart de ces scénarios sont des scénarios d'histoires tristes, des choses qui se sont mal passées parce qu'il y avait trop de monde, pas assez de nourriture, peu importe. Mais 6 scénarios étaient, disons, plus positifs, où l'humanité, en partie ou totalement, a réussi à mettre en place une société où le niveau de bien-être était plus ou moins acceptable. Et ce n'est qu'après que l'on a adopté le terme de développement durable ou soutenabilité. Le but de ce livre, c'est qu'en 72, nous ne savions pas suffisamment pour savoir lequel de ces 12 scénarios allait être le plus probable. Tout ce que nous pouvions faire, et en fait, c'était dû en raison de l'absence d'informations, manque d'informations au sujet du système en général. Tout ce que nous pouvions faire à l'époque, c'était de tirer des conclusions générales. Par exemple, le monde est petit, la planète est beaucoup plus petite qu'on ne l'imaginait. Et puis, il risque d'y avoir des dépassements des limites, dépassements probables au XXIe siècle, si l'on ne change pas notre comportement. Et enfin, si le monde est suffisamment stupide pour augmenter son empreinte et sa population pour dépasser les capacités de la planète, eh bien, il n'y aura qu'une solution, c'est-à-dire de diminuer tout cela, soit en gérant le déclin des activités humaines, soit en laissant l'effondrement se produire en raison, par exemple, du marché. Voilà donc le message très simple que contenait ce livre. Maintenant, 40 ans se sont passés depuis et nous en savons beaucoup plus aujourd'hui que nous le savions il y a une quarantaine d'années. En fait, à mon esprit, à mon avis, nous en savons tellement aujourd'hui que nous sommes déjà en mesure de savoir ce qui va se produire dans les 40 ans à venir. Nul besoin maintenant d'élaborer, d'échafauder des scénarios, dire peut-être que telle ou telle chose va se produire. Nous en savons suffisamment pour dire ce qui va se produire. Et la raison pour laquelle nous pouvons faire des prévisions totalement différente de ce qui était à l'époque une analyse de scénario, c'est parce que nous savons quelles sont les décisions qui vont devoir être prises pendant cette période. L'être humain préfère la démocratie et le capitalisme. Ce sont les deux principaux systèmes de gouvernance. Ces systèmes, eh bien, le reste de l'humanité les adore et il est fort peu probable qu'on les change dans les 40 ans à venir. Par conséquent, il est tout à fait possible de prévoir l'avenir que ces systèmes vont engendrer. Et voilà ce que j'ai fait justement dans mon livre qui s'intitule 2052. En fait, il s'est agi pour moi de vous dire et de dire à l'ensemble de la société quel est le type d'avenir que vous allez créer parce que vous allez continuer de fonctionner à court terme en tant qu'individu au niveau national, au niveau régional et au niveau mondial. Et donc, c'est très simple. On sait très bien quel sera le résultat de ce type de décision. Bien entendu, la technologie continuera d'évoluer, des choses changeront, mais disons que c'est plutôt simple à envisager. Et voilà ce que dit donc ce livre 2052. Il s'agit d'un rapport sur ce qui se passe mal dans le monde, comme l'a fait le livre de 1972. Ce livre existe, il a été traduit en 6 langues. Et ce qui est important, c'est ce qui figure dans la case en blanc. Sur le site www.2052.info, vous trouverez tous les chiffres, tous les calculs, tout l'historique, les articles, les documents, tout s'y trouve. Et si vous visitez ce site, vous pourrez même faire vos propres prévisions. Vous pourrez placer vos propres hypothèses et savoir quel est l'avenir qui vous attend.
En fait, je dirais que ce serait une perte de temps pour vous, parce que bien entendu, mes prévisions à moi sont bien meilleures que tout ce que vous pourriez échafauder. Cela fait 40 ans que j'y travaille, alors que vous allez y consacrer tout au plus 4 heures. Alors, mes prévisions sont entre 100 et 1000 fois meilleures que les vôtres. Tout d'abord, j'ai subdivisé le monde en 5 régions. Les États-Unis, la Chine, le reste du monde industrialisé, les 4 plus grandes économies émergentes et le reste du monde. Donc les petits pays plutôt pauvres. J'ai fait des prévisions pour chacune de ces 5 régions au niveau national, au niveau régional et au niveau mondial. Étant donné que l'on ne m'a donné que 5 heures de temps de parole, je me limiterai aux prévisions mondiales. Mais disons que nous pourrions consacrer autant de temps à chacune des régions. Alors, je suppose que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Je vais donc me limiter à vous donner aussi rapidement que possible les prévisions mondiales, afin que nous puissions passer aux discussions les plus intéressantes, c'est-à-dire ce que l'on peut tirer comme conclusion de tout cela. Commençons tout d'abord par la population du monde. Donc, mon graphique, pour ceux d'entre vous qui regardent la diapositive, commence en 72 et jusqu'en 2010. Il s'agit de données historiques provenant des Nations Unies, de la Banque mondiale, de l'Agence spatiale, etc. Et puis, à droite, vous avez les prévisions sur 40 ans, donc mes prévisions. Et si vous avez la capacité mentale de regarder 3 courbes en même temps, eh bien, vous pouvez le faire. Vous voulez voir où sont les capacités limitées, eh bien, regardez la courbe en rouge, c'est toujours le rouge qui est le plus important. Et là, vous voyez quel est mon truc. C'est que j'essaye d'être aussi arrogant que je le suis en réalité, dans l'espoir que quelqu'un, enfin, s'énerve tellement qu'il finisse par aller remettre en question le capitalisme et la démocratie pour qu'au bout du compte, vous finissiez par prendre les bonnes décisions dans les 40 ans à venir. Et d'après mon expérience, je sais qu'il faut beaucoup d'arrogance, vraiment, pour que les gens finissent par agir. Alors, c'est mon espoir désespéré qu'un jour, j'y parvienne. La démographie arrivera à une crête en 2040 et commencera à décliner dans les années 50. La raison pour laquelle la population mondiale ne va pas évoluer de la façon dont vous le pensez, avec 10 milliards de personnes dans les années 2050, c'est parce que les femmes dans le monde décideront d'avoir moins d'enfants que vous ne le pensez et moins d'enfants que ne le pensent les prévisions des Nations Unies. Les femmes dans le monde riche continueront de décider d'avoir moins d'enfants. Et puis, ce qui est très important, les femmes dans le monde pauvre vivent essentiellement dans les bidonvilles où le coût d'avoir des enfants est très élevé et donc le taux de fécondité va diminuer. Par conséquent, nous parviendrons à pratiquement 8 milliards de personnes et puis ensuite la population va commencer à décliner à partir de 2052. Il y aura donc une population bien moins importante que vous ne le pensez. La raison pour laquelle vous pensez que je me trompe, c'est parce que vous êtes influencé par les prévisions des Nations Unies qui indiquent qu'il y aura 10 milliards de personnes en 2050 avant le début du déclin. Mais moi, mes prévisions sont semblables aux prévisions les plus optimistes des Nations Unies. Et en fait, les journalistes n'en parlent jamais. Ensuite, parlons de l'économie dans le monde, c'est-à-dire ce qui va se passer dans les 40 ans à venir avec le PIB mondial. Le PIB, ce n'est rien d'autre qu'une mesure de la production annuelle des marchandises et des services au prix du marché. Donc, il s'agit d'une mesure d'activité en quelque sorte. Depuis que j'ai commencé à parler de tout cela, l'économie mondiale s'est multipliée par 4.
Donc 4 fois plus de bâtiments, de navires, de voitures que lorsque j'étais jeune et que je parlais de tout ça. Vous voyez la courbe rouge qui a connu une croissance de 3,5% par an depuis les années 70. Si le monde devait revenir, ce qui ne sera pas le cas, au taux de croissance initial et continuer à croître à un rythme de 3,5% par an, l'économie du monde en 2050 serait 4 fois plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Or, cela ne sera pas le cas. En fait, elle ne sera que 2 fois plus importante qu'aujourd'hui, comme l'indique la courbe en rouge. Pourquoi ? Eh bien, réfléchissez à l'économie mondiale comme étant le produit de 2 choses, c'est-à-dire le nombre de mains, c'est-à-dire de bras, la main-d'œuvre, est multiplié par la production de ces bras en une année, c'est-à-dire la productivité. Souvenez-vous de la première diapositive. La population va parvenir à une crête en 2040 et va décliner après 2040. Alors la question est, qu'adviendra-t-il à la croissance de la productivité à l'avenir ? Et le message que j'aimerais vous transmettre ici, c'est que dans le monde riche, qui a la meilleure productivité, la croissance de la productivité va poursuivre son fléchissement afin que très rapidement, nous parvenions à 0% par an de taux de productivité. Et par conséquent, le PIB du monde occidental va rester constant par tête d'habitant. Et lorsque la population va commencer à décliner, eh bien, le PIB va également diminuer. Quelle est l'explication sous-jacente à tout cela ? Eh bien, c'est que le monde riche a déjà procédé à son augmentation simple de la productivité. On a commencé par des gens qui travaillaient dans l'agriculture, après on a mis des tracteurs, des pesticides, le diesel. Et c'est ce qui a permis à un petit nombre de produire plus que la nourriture nécessaire pour le reste du monde. Et c'est ainsi que nous sommes passés à la fabrication. Plus de personnes, plus de technologies, et donc les gens sont passés au service, au travail de bureau. Et ensuite, on est passé aux loisirs, aux présentations universitaires et des choses comme cela. Et ensuite, on est passé aux vrais services. On a informatisé les services. Et l'on passe à ce à quoi nous allons tous être dévolus, c'est-à-dire les EMS. Donc, la production physique et le monde du bureau, ça c'est quelque chose de très facile par rapport à ce qu'essayent de faire les Américains maintenant. Moi je suis norvégien, alors je sais ce que font les pays riches, c'est-à-dire augmenter la productivité fondamentale parmi les femmes, c'est-à-dire celles qui vont s'occuper de moi dans mon EMS d'ici 3 ans, lorsque j'arrêterai tout cela. Voilà donc ce qui va se passer. Et si vous examinez les statistiques et la croissance de la productivité, vous constatez que c'est inexorable comme tendance. On est passé d'une forte croissance de la productivité avec un PIB élevé par tête à pratiquement 0 maintenant. Voilà donc ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. En Amérique, où l'on a 17% de la main-d'œuvre qui travaille dans la santé pour faire en sorte que les Américains restent minces. Or, l'on se rend bien compte qu'il faut bien plus que 17% de la main-d'œuvre qui travaille dans la santé pour y parvenir. 2% de la main-d'œuvre nourrit le reste de la population. On est déjà dans une situation où les aliments sont bon marché et donc l'on va passer à la même catégorie, c'est-à-dire les aliments seront produits par des robots et l'énergie aussi, puisqu'elle sera produite par le soleil, par l'énergie éolienne avec des faibles coûts. Et puis on aura la main-d'œuvre qui sera dévolue à des activités très tristes, c'est-à-dire s'occuper de vieux messieurs comme moi avant qu'ils meurent. Voilà donc ce qui se produira à l'avenir. Et ce n'est pas ce dont on parlait il y a 40 ans. C'est ce qui existe et ce qui est à nos portes. Or, cela risque fort de ne pas fonctionner. Par conséquent, l'économie mondiale ne va être multipliée que par 2 d'ici 2050 par rapport à aujourd'hui. Donc ça, c'était le développement pour les économies matures.
très probablement, les pays pauvres vont vouloir copier ces merveilleux modèles de régimes autoritaires, le Japon, la Corée du Sud et maintenant la Chine, qui sont en train de rattraper très rapidement et qui copient l'augmentation qui s'est produite dans le monde développé. Bien entendu, nous risquons d'avoir une très forte croissance en Chine et dans une poignée d'autres économies émergentes. Quant aux pauvres, comme nous le verrons tout à l'heure, ils resteront pauvres. Et puis, troisième remarque, et j'espère que vous vous en souviendrez, donc je vous ai parlé de la démographie, je vous ai parlé de l'économie mondiale, je vais maintenant vous parler du fait que nous allons devoir utiliser beaucoup de personnes, beaucoup de capitaux pour résoudre les problèmes qui existent, chacun le sait, c'est-à-dire la pollution, les dégâts causés au climat, enfin toutes ces choses au sujet desquelles nous faisons semblant qu'elles n'existent pas. Et donc, il va falloir, par exemple, que les Néerlandais construisent des digues. Les Américains construisent déjà des digues autour de Manhattan pour que la prochaine fois que le niveau de la mer augmentera, cela n'inonde pas le métro. En fait, plusieurs régions essayent de construire des routes, par exemple en Norvège, autour des fjords. Et nous avons des éboulements à cause de la fonte des glaciers, ce qui fait qu'il est impossible d'avoir des routes normales, raison pour laquelle nous construisons des tunnels, comme vous le faites d'ailleurs dans les Alpes. Or, tout cela coûte cher. Et puis, très important, cela signifie que nous allons devoir utiliser la main-d'œuvre des hommes et des femmes normaux pour qu'ils fassent ce travail avec des machines, ce qui va augmenter la part d'investissement dans l'économie, c'est-à-dire réduire le taux de développement. Car ceux qui seront occupés à construire des digues ne pourront pas acheter des costumes ou des jouets, c'est-à-dire l'objectif principal de la société de consommation, c'est-à-dire les biens de consommation. Par le passé, il suffisait d'avoir 25% de la production totale annuelle à des fins d'investissement pour construire la société de l'avenir. Mais maintenant, nous allons devoir porter ce chiffre à 50% d'ici 2050. Et donc, la consommation mondiale va connaître une stagnation, non pas parce que les associations écologiques suisses auront raison, c'est simplement parce que les gens s'arrêteront de consommer parce qu'il y aura une limitation à leur capacité de production. Et donc, il va falloir réparer les dégâts plutôt que de produire de nouveaux biens de consommation, dans une certaine mesure du moins. Vous avez donc maintenant en main les trois éléments dont il va falloir se souvenir. Développement de la population, développement économique et le fait que nous allons être contraints de gérer tous ces problèmes que nous ne faisons que reporter pour l'instant. Maintenant, je vais passer beaucoup plus rapidement sur les points suivants. Maintenant que l'on sait à quoi va ressembler le monde économique, il est facile de calculer l'énergie qui sera nécessaire. Nous savons que l'énergie a augmenté au cours des 25 dernières années. Nous avons toute raison de penser que cela va se poursuivre et donc l'utilisation de l'énergie va parvenir à une crête en 2040 et commencera à décliner après cela. Je veux parler de toutes les énergies, non seulement de l'électricité. Alors, si vous avez lu quelques-unes des 400 pages du livre, vous y trouverez des informations plus détaillées. Voilà ici la répartition par source d'énergie que nous allons utiliser. Vous voyez que le pétrole va être utilisé à un niveau constant au cours des 40 prochaines années. Donc, il s'agit de tonnes, de barils par an. La valeur va varier, mais le volume restera le même. L'utilisation du gaz va augmenter de façon spectaculaire. Le charbon va augmenter également un peu. Et puis, la crête arrivera d'ici 20 ans. La raison à cela, c'est la ligne en jaune. C'est parce que
peu à peu, progressivement, l'on va avoir recours au soleil, à l'énergie éolienne, etc., ce qui va exercer une pression sur les combustibles fossiles. Les combustibles fossiles ne sont pas en train de disparaître. L'utilisation totale des combustibles fossiles au cours des 40 prochaines années sera la moitié de ce qui est déjà inscrit dans les livres de compte des entreprises dans le monde. Donc, ce qui figure dans le bilan de ces entreprises ne concerne que le charbon, le pétrole et le gaz qui ne sera pas utilisé dans les 40 prochaines années. Alors, si vous voulez placer votre argent, faites-le dans le secteur de l'énergie, mais pas dans les entreprises qui ont de fortes réserves, plutôt dans les entreprises qui n'ont que peu de réserves. Car, bien entendu, ce sont ces réserves-là qui seront produites au cours des 40 prochaines années, celles qui coûtent bon marché, et non pas les énergies pour lesquelles on dépense tant d'argent pour faire de l'exploration dans l'Arctique. Moi, je suis norvégien et fier de l'être, mais disons que notre secteur pétrolier, je dois le dire, est plutôt stupide dans ses activités. Voilà, concernant l'utilisation du pétrole, il faut savoir quelle énergie on utilise, les composantes des émissions de CO2, et il n'a qu'à regarder ce diagramme. Les négociateurs mondiaux essayent de viser une réduction de 50 à 80% des émissions d'ici à 2050 pour que le monde reste à une augmentation maximale de 2 degrés. Moi, je pense que nous allons avoir une baisse de 0%. Alors nous émettrons autant de gaz en 2050 que nous le faisons aujourd'hui. La seule différence, c'est que maintenant les émissions croissent à 3% par année. En 2050, elles baisseront de 3% par année. Il n'y aura pas de baisse grâce à l'action des négociateurs et de tous ceux qui essayent d'obtenir des résultats ou par un accord. Non, le déclin, la baisse se fera parce qu'il y aura une baisse du PIB, l'efficacité énergétique augmentera également et parce qu'il y aura un déplacement très lent vers les énergies renouvelables. Pour les émissions dans les années qui viennent, on arrive à très facilement calculer l'augmentation de la température. Évidemment, il y a des modèles informatiques qu'on peut utiliser. La ligne rouge vous montre que nous allons passer de la situation actuelle, plus 0,7 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle, jusqu'à plus 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et ça continuera d'augmenter. Donc, si vous allez un peu plus loin sur la droite, vous verrez qu'on devrait s'arrêter environ plus 3 degrés centigrades plus tard dans le siècle. Qu'est-ce que cela signifie une augmentation de 2 degrés en 2050? Ça signifie, et là je reprends mes notes, pour être sûr qu'on ne m'accusera pas d'imprécision, et c'est souvent ce que les sceptiques disent, davantage d'inondations, davantage de sécheresse, des cyclones et des ouragans plus forts, davantage de feux de forêt également. Les îles du Pacifique, des îles du Pacifique vont disparaître. Les Bangladais vont devoir se déplacer vers l'intérieur des terres et d'ailleurs l'Inde a commencé à construire une barrière pour être sûr de les empêcher d'entrer en Inde. Les États-Unis construisent des digues pour protéger le métro de Manhattan et les agriculteurs ne sauront plus quand planter les semences et les oiseaux ne sauront plus quand migrer. Vous voyez que c'est une sorte de suite importante de phénomènes météorologiques extrêmes, sporadiques, et nous voyons que cela sera de plus en plus un problème. Et puis j'aimerais faire une remarque rapide concernant l'alimentation. Évidemment, il y a de nombreux secteurs dans cette analyse. Si un point particulier vous intéresse, lisez mon livre. Mais là, pour vous parler de produits alimentaires, je sais exactement combien d'habitants il y aura dans les années qui viennent, pendant les 40 prochaines années, leur richesse et de combien d'aliments ils auront besoin. Je pose la question, est-ce que le monde pourra produire cette nourriture de manière durable? La réponse est oui. Le monde peut facilement produire 3 fois plus de nourriture qu'il ne le fait aujourd'hui de manière durable.
nous n'aurons besoin que de 70% de plus de nourriture en 2050 que nous le faisons aujourd'hui. À ce moment-là, vous allez me dire, mais alors pourquoi y a-t-il encore des famines? Et c'est là que j'espère vous apprendre quelque chose. S'il y a encore des famines aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas parce que le monde ne peut pas produire davantage de produits alimentaires. Il y a des famines dans ce monde parce que les pauvres n'ont pas les moyens pour acheter la nourriture. Ou alors, pour dire les choses de manière encore plus simple, les Africains qui ont faim n'ont pas suffisamment d'argent pour payer les agriculteurs ukrainiens pour utiliser les terres anciennement soviétiques, les cultiver et ensuite transmettre ces produits en Afrique. Les raisons de la famine n'ont rien à voir avec des contraintes physiques, c'est une question de répartition des revenus. C'était le cas en 1970 quand j'ai commencé ce travail. Là, il y avait des personnes qui avaient faim. Il y en a encore aujourd'hui. Des personnes ont faim, non pas à cause de contraintes physiques, à cause de la répartition des revenus. Et ce sera encore le cas en 2050. Et il y aura autant de personnes qui auront faim en 2052 qu'il y en a aujourd'hui. Bien. Je crois que vous avez appris quelque chose concernant la nourriture. J'en viens maintenant à la discussion, au débat. Et là, ça devrait être très intéressant. Qu'avons-nous appris? Tout d'abord, ce que nous avons appris, c'est que la croissance démographique et la croissance du PIB vont d'elles-mêmes ralentir. Ce n'est pas comme les scénarios de collision frontale. Non. La population, la croissance démographique va ralentir parce que les femmes décideront d'avoir moins d'enfants. Évidemment, il contribuera à l'amélioration de la santé, l'éducation des femmes, les moyens contraceptifs et peut-être une église moins forte, moins puissante. Tout ceci contribuera au développement, mais les femmes décideront de faire moins d'enfants. La croissance économique, elle, va ralentir. Ce sont les politiques, les économistes, les entrepreneurs du monde occidental qui n'arriveront pas à augmenter la croissance de la productivité. Et ils ne parviendront pas à convaincre les femmes d'avoir plus d'enfants. Par conséquent, le PIB va stagner dans l'Union européenne et aux États-Unis dans les 40 années qui viennent. Tout ceci, ce sont des décisions prises par l'être humain, ce ne sont pas des contraintes physiques. Deuxième enseignement, il y aura de plus en plus de phénomènes météorologiques extrêmes. J'en ai déjà parlé. Et il y aura peut-être même une crise climatique. De manière scientifique, et c'est triste, je dois vous dire qu'il n'y aura pas de crise climatique avant 2050 qui soit suffisamment forte pour nous aider, pour pousser les électeurs dans les systèmes démocratiques à accepter de payer un peu plus aujourd'hui pour s'assurer un meilleur avenir pour leurs enfants. Nous aurons une suite de phénomènes désagréables, mais pas de catastrophes complètes, jusqu'à ce qu'on arrive en 2080. Et là, on aura une augmentation de 3 degrés. La science ne sait pas si cela va faire fondre la toundra, parce que si c'est le cas, nous aurons beaucoup plus de méthane et de CO2 dans l'atmosphère que nous pourrions avoir une température qui décolle. Alors, si nous avons de la chance, la toundra ne fondra pas et nous n'aurons qu'une augmentation de 3 degrés. Troisièmement, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'il y a probablement de nombreux sceptiques parmi vous, il y aura suffisamment de ressources. Je vous l'ai montré, il y aura suffisamment de charbon, de pétrole et de gaz, il y aura bien assez de nourriture pour ceux qui pourront se l'offrir. Et si vous regardez le reste, vous verrez qu'il y aura vraiment suffisamment de tout. Par exemple, le lithium pour les batteries électriques, les batteries des voitures, par exemple. Pourquoi? Revenons au rapport sur les ressources et regardons le côté
demandes. Généralement, on regarde plutôt l'offre d'une ressource X, mais regardons également le volet de la demande. Et c'est tout à fait typique, dans tous ces rapports, on part du principe qu'il y aura 10 milliards d'habitants sur la Terre, de classe moyenne, en 2050, parce que c'est ce que dit la prévision de l'ONU, et c'est ce qu'utilisent tous les économistes du développement. Mais en fait, ça ne sera pas le cas. Donc la demande ne sera pas la demande de 10 millions d'habitants, ce sera à peu près la moitié de personnes qui seront de classe moyenne en 2050. Donc il y aura nettement moins de demandes que l'on pensait. S'il y a moins de demandes, 50% de moins, et que vous faites la comparaison avec les rapports, vous verrez qu'il n'y aura pas de problème de ressources. Et donc, il est fort probable que ce ralentissement démographique, ralentissement de la croissance économique dans les 40 années qui viennent, constitueront la solution de cette crise de ressources. Nous aurons davantage de temps pour nous adapter aux limites de notre Terre. Enfin, ne vous trompez pas, il y aura encore bien plus de pauvreté à l'avenir que nous le pensons. Les pays pauvres resteront pauvres, mais pas seulement. Les inégalités vont croître dans les pays riches. Il y aura davantage de pauvres également dans les pays riches. Mais je pense que c'est là qu'il y aura des rébellions utiles dans les démocraties qui forceront un transfert de revenus et de richesses des plus nantis aux démunis, en tout cas en Europe et dans la partie civilisée du monde riche. Passons à la question suivante. Comment ce type arrogant qui arrive de Norvège, ce chauvin, ce macho, comment peut-il être sûr qu'il détient la vérité, qu'il a raison? Je pose la question parce que je préfère que ce soit moi qui la pose plutôt que vous. Et la réponse est très simple. J'en suis sûr que les choses seront ainsi parce que c'est la solution la meilleure marché. Ce sera le résultat. Si on a vraiment une vision à court terme, des intérêts nationaux, qu'on recherche une solution rapide. Si nous continuons de nous comporter comme nous le faisons jusqu'à maintenant, au niveau individuel, au niveau des entreprises nationales, au niveau international, c'est ça que nous aurons. Et donc, je pense qu'il n'y a aucune chance que les choses bougent et que l'humanité commence à réfléchir au long terme, tout d'un coup, dans les 30 années qui viennent. Je suis convaincu que ma prévision est juste. La réponse est très simple. Certains optimistes croient au marché, au système capitaliste, et pensent que le capitalisme signifie que c'est le marché qui va régler le problème. Voilà ce que je leur dis, vous vous trompez. Le capitalisme a été inventé pour attribuer des capitaux aux projets les plus rentables. C'est ça la base du capitalisme. Trouver où on va utiliser au mieux des capitaux, là où les bénéfices sont les plus élevés. Et c'est justement ce dont nous n'avons pas besoin aujourd'hui. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'attribuer des capitaux à des éoliennes ou des panneaux solaires, même s'ils sont 2 fois ou 4 fois plus chers qu'un service qui fonctionnerait au gaz. Le capitalisme n'apportera pas de solution à lui tout seul. Donc il faut penser à la démocratie, se tourner vers l'État, le Parlement. Et un optimiste dira il faut que les parlements mettent en parallèle les intérêts des entreprises et les intérêts sociaux, les questions d'impôts et de prix, pour que l'intérêt des entreprises soit le même que celui de la société. Alors je leur souhaite bonne chance. Ce que nous avons essayé, ça fait maintenant 20 ans, c'est d'apporter les modifications les plus simples, c'est-à-dire l'introduction d'un prix sur les émissions de gaz à effet de serre. Ça fait 20 ans qu'on essaye. Des dizaines de milliers d'années hommes ont été utilisées, et qu'avons-nous obtenu?
Bon, un tout petit système d'échange en Europe qui peut produire un prix carbone de 4 ou 5 euros par tonne aujourd'hui, ce dont nous avons besoin pour les choses les plus évidentes, ce serait 40 à 50 euros par tonne. Donc nous nous retrouvons dans cette situation. Le capitalisme ne va pas nous apporter de solution et le Parlement, nous-mêmes, la démocratie, nous n'allons pas non plus prendre les décisions nécessaires pour mettre en adéquation les intérêts des entreprises. Encore une petite chose, si vous avez encore de l'espoir par rapport au Parlement. Et c'est quelque chose que nous voyons de temps à autre. Il y a un politique qui a une vision, quelqu'un comme Al Gore, qui dit « Nous avons un problème, il faut le régler, voici la solution ». Et les gens découvrent rapidement que cette solution, soit elle implique une augmentation des impôts, soit d'augmenter le prix de l'essence, de l'électricité, et finalement ce politique, on s'en débarrasse au Parlement à la fin de son mandat. Je vais donc poursuivre sur mon récit très gai de l'avenir et vous dire une évidence. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé de moyenne mondiale. J'aimerais maintenant me pencher sur le niveau régional en vous montrant cette diapositive pour vous montrer que si vous pensez que le monde est plat, que la mondialisation va tout harmoniser, eh bien vous vous trompez. Je suis en train de me faire des ennemis ici, je le sais. J'essaye d'insulter pratiquement tout le monde et je sens que le niveau de tension monte lui aussi. Peut-être que quelqu'un va se fâcher et se retourner contre ceux qui décident, ceux qui font que nous sommes toujours obsédés par le court terme. Vous voyez là le revenu disponible après impôt des personnes dans les différentes régions. La courbe d'en haut, ce sont les États-Unis. Donc, le revenu disponible après les impôts, c'est le plus élevé dans le monde parce que c'est l'économie la plus productive. C'est vraiment la mère de tous les systèmes arrivés à maturité. Ces 40 dernières années, le revenu moyen aux États-Unis s'est très bien comporté, multiplié par 2. Évidemment, c'est une parenthèse. Moi et d'autres représentants de l'élite qui avons été éduqués dans les grandes institutions américaines des années 60 et 70, nous avons absorbé toute cette croissance. Les petits travailleurs à col bleu aux États-Unis ont exactement le même pouvoir d'achat aujourd'hui qu'ils en avaient à la fin des années 70. Détroit n'a pas eu d'augmentation ces 30 dernières années. Mais la moyenne, elle a l'air pas mal. C'est moi qui reçois 10 fois plus et les autres, finalement, restent au même niveau. Que se passera-t-il ces 40 prochaines années? Les États-Unis, eh bien, la moyenne de ce revenu va blesser, être très plate pendant 20 ans, puis ensuite fléchir. Pourquoi? Premièrement, ils vont devoir faire face aux problèmes de ce secteur, des soins, des EMS, avant nous, parce que c'est l'économie la plus avancée de la planète, c'est elle qui sera le pionnier. Comment est-ce qu'on a une croissance économique dans un tel secteur, un secteur quatrième après le secteur tertiaire? Deuxièmement, les Américains doivent beaucoup d'argent aux Chinois. Enfin, ils doivent aux Chinois un tiers de leur PIB, un tiers de la production annuelle aux États-Unis appartient aux Chinois. Et un jour, les Américains vont bien devoir restructurer leur économie d'une manière à ce qu'ils produisent quelque chose qui intéressera les Chinois, qui voudront acheter. Pour cela, il faudra des changements structurels de l'économie des États-Unis. Mais à y regarder de plus près, ça n'est pas possible sans revenus et transfert de richesses de l'élite vers les masses. Et on en arrive au troisième problème concernant les États-Unis. Les États-Unis ont un système de gouvernance
qui n'est pas capable de prendre des décisions rapides sur des questions simples. Et donc, à l'avenir, Washington devra prendre des décisions rapides sur des questions complexes qui impliquent ce transfert de richesses et de revenus de l'élite vers le reste de la population. Il ne le fera pas. Par conséquent, le pic sera dépassé et on commencera à fléchir. La courbe verte, c'est l'Europe, c'est nous. Bon, la Suisse, on n'est pas vraiment sur cette courbe, la Norvège encore moins, mais bon, on parle du reste de l'Europe. L'Europe va arriver à 30 ans de stagnation, on a eu quelques petits cycles ces 10 dernières années, ça va se poursuivre ainsi. Pourquoi ? Bon, la situation est légèrement meilleure qu'aux États-Unis, parce que nous sommes moins productifs que les États-Unis. Nous pouvons encore apprendre quelques techniques qu'ont utilisées les Américains pour essayer de faire monter notre ligne verte. Heureusement, nous n'avons pas assez de dettes face aux Chinois. La situation est donc favorable pour nous. Troisièmement, même si certains d'entre vous n'aimaient pas Bruxelles dicte de bonnes politiques de temps à autre. Des décisions sont prises à Bruxelles qui sont tout à fait sensées. Même si on n'aime pas trop ça, ce sont des décisions sensées d'un point de vue à plus long terme. Et donc l'Europe va s'en sortir légèrement mieux que les États-Unis. Le vainqueur, c'est la courbe rouge. La Chine, le chinois moyen, sera 5 fois plus riche en 2050 qu'il l'est aujourd'hui. Comment est-ce possible? C'est possible à cause de l'alignement parfait des intérêts du Parti communiste chinois et de la vaste majorité de la population. Pour la plupart des Chinois, c'est une culture 2 fois millénaire extrêmement riche. La plupart des Chinois veulent à tout prix s'enrichir le plus vite possible. Le Parti communiste est complètement d'accord. Le Parti communiste, lui aussi, veut que le Chinois moyen soit riche le plus vite possible parce qu'il s'assure ainsi de rester au pouvoir. Et il y a certains qui sont peut-être mal informés, qui ne connaissent pas bien la Chine, peut-être moins bien que moi, pensent que ces 3%, les 3% des Chinois qui préféreraient pouvoir dire leur avis que de s'enrichir le plus vite possible, ne pensent pas aux 97% qui veulent à tout prix s'enrichir, mais ces 97% arrivent à gérer les 3% qui veulent donner leur avis. Allez en Chine, si vous n'y êtes pas encore allé, discutez avec les gens là-bas et vous verrez, il y a une légitimité politique du Parti communiste chinois qui dépasse de bien loin la légitimité de toute autre forme de gouvernement choisi que je connais dans la lignée humanitaire, amicale, démocratique, social-démocratique et autres. Cette courbe rouge ne va pas être aussi lisse que cela. Il y aura des hauts, des bas, mais de manière générale, on va réussir à régler le problème de corruption, le problème de la pollution, le problème des inégalités. Pourquoi ? Parce que les autres pays riches ont également trouvé les solutions lorsqu'ils étaient à cette phase. Et les Chinois le font, comme je l'ai dit, exactement la même chose que l'élite japonaise a fait de 1950 à 1990. Contrôler le système, on passe de l'agriculture à l'industrie, et puis également les dirigeants sud-coréens qui ont fait exactement la même chose 10 ans plus tard. Et le Parti communiste leur emboîte le pas aujourd'hui. C'est vraiment extrêmement simple. La ligne violette, ce sont les Indonésies, les Vietnam, les Brésil et les Indes de ce monde. Pas grand-chose à ajouter. Bon, évidemment, je dois être un petit peu arrogant pour être divertissant, et donc j'ai peu à dire les concernant, si ce n'est que la moitié d'entre eux vont réussir. Et on a l'impression que le Vietnam
à l'heure actuelle, est suffisamment centralisé et suffisamment autoritaire pour envisager une hausse. Est-ce que l'Inde va en faire partie? J'ai mes doutes. J'y étais moi-même la semaine dernière et je crois qu'il se concentre trop sur les mauvaises choses. Mais bon, c'est ainsi. La ligne jaune, c'est le reste du monde, le monde pauvre, les 140 pays qui ont un revenu $1 par jour en 70, $2 aujourd'hui, ils en seront à $4 par jour dans 40 ans. Et il y aura exactement le même développement dans les 40 années qui viennent que lors des dernières 40 années. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est fondamentalement changé. Vous avez l'aide au développement des Norvégiens, des Suisses ou des Allemands qui vont partout en Afrique pour essayer d'aider. Et en tout cas, dans mon pays, c'est probablement la même chose ici. On voit les rapports et on s'aperçoit que ça ne marche pas. Mais pourtant, on continue parce qu'on est convaincu qu'il faut continuer. Et c'est ça qui va se passer. Voilà donc l'histoire telle qu'on peut la raconter. Maintenant que vous êtes, vous aussi, déprimé, regardons les enseignements qu'on peut tirer. Girlfriend or a boyfriend or... Ceux d'entre vous qui ont un petit ami ou une petite amie ou une mère comme moi qui vous demandera demain « Mais qu'a-t-il donc dit ?» Eh bien, voilà les réponses. Et je vais vous en donner lecture car il est important que vous vous en souveniez. Alors, il a dit que la population du monde et que l'économie mondiale croîtrait plus lentement vers 2052 que ce à quoi la plupart des gens s'attendent. Mais cela sera tout de même assez rapide pour susciter une crise climatique. La consommation connaîtra une stagnation parce que la société devra dépenser de plus en plus de main-d'œuvre et de capital pour réparer et adapter. Troisièmement, la nature centrée sur le court terme de l'homme, reflétée dans les tendances à court terme de la démocratie et du capitalisme, est la cause même de ce développement. Alors voilà, et n'oubliez pas de bien saluer votre épouse, votre petite amie pour moi. Maintenant, quelque chose peut-être d'un peu plus encourageant, parce que tout cela est vraiment déprimant. Première chose importante, bien entendu, un avenir bien meilleur que celui-ci est tout à fait possible. Et pour moi, c'est peut-être la chose la plus frustrante. C'est possible sur le plan technique de résoudre les problèmes climatiques et cela ne coûte pas grand-chose. Tout ce dont nous avons besoin pour résoudre le problème climatique, c'est-à-dire le problème le plus urgent, c'est de consacrer 2% de la main-d'œuvre et 2% de l'investissement en capital du monde des secteurs sales au secteur propre, c'est-à-dire que l'on prend ceux qui construisent des voitures à combustion fossile et vous leur faites fabriquer des voitures électriques. Vous les contraignez à construire des éoliennes et des panneaux solaires. Vous prenez ceux qui construisent des pipelines ou des puits de gaz dans mon pays et vous les obligez à installer des fils de cuivre pour répartir l'énergie. Donc 2%, c'est tout ce qu'il faut pour procéder à ce changement. Et en fait, c'est ce sur quoi portent tous les rapports, les bons et les mauvais, qui ont été élaborés à ce propos au cours des 20 dernières années. Un exemple très simple de ce qu'il faut faire. Plutôt que, comme chez moi, construire des maisons avec des parois très étroite, il vous suffit de construire des maisons beaucoup plus petites, mais avec des murs épais, comme ici en Suisse. J'adore les murs en Suisse. Et voilà tout ce qu'il convient de faire. Le seul changement qu'il faut apporter, cela ne représente que 2% du capital et 2% de la main-d'œuvre. En termes de croissance, s'il y a une croissance de 2% dans l'économie par an, eh bien, cela revient au même que de reporter le développement de la consommation de 12 mois. Alors, si l'on faisait cela, nous serions aussi riches en janvier 2025 que nous le sommes en janvier 2014. C'est quelque chose de très simple.
Pourtant, on ne le fait pas, ça on le sait. Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Eh bien, parce que cela coûte légèrement plus cher de le faire. En d'autres termes, cela coûte moins cher de ne rien faire et par conséquent, on ne fait rien. Et puis, je conclurai en vous disant ce qui aurait dû se produire et ce qui va se produire, ce qu'il aurait fallu faire. Alors, si vous me choisissiez moi comme votre dirigeant, voici ce qu'il faudrait faire. Mon programme est en 6 volets. Premier volet, la vraie solution, c'est d'accélérer le ralentissement de la démographie, c'est-à-dire réduire le nombre d'enfants par femme et en particulier dans le monde riche. Moi, j'ai une fille de 30 ans et je dois lui verser $1 à chaque fois que je dis cela. Elle, c'est l'animal le plus dangereux à la surface de la Terre. Son niveau de consommation est de l'ordre de 30 fois celui d'une femme indienne du même âge. Donc, il s'agit de contrôler la démographie dans le monde riche. C'est cela qui est important. Première chose. Deuxième chose, ce qu'il faut faire, c'est de limiter les émissions de CO2. Là encore, en premier lieu, dans le monde riche. Ce que font les pauvres, peu importe. Ce qui importe, c'est ce que fait le milliard de personnes riches. Ce qui revient à dire qu'il faut interdire l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz. Et il faudrait interdire cela d'ici 2024. Je vous accorde 10 ans de répit. Bien entendu, nous savons déjà tous que la technologie existe. C'est facile à faire. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Bien, là encore, parce que cela coûte plus cher que de continuer à utiliser le charbon, le pétrole et le gaz. Troisièmement, certains sont inquiets au sujet du monde pauvre. Que faut-il faire avec les pauvres? Eh bien, il faudrait déplacer toute l'aide humanitaire de tout ce travail de construction et de reconstruction pour consacrer cela à la construction de panneaux solaires, d'éoliennes, de barrages, de systèmes de chauffage à la biomasse, etc. Et la plupart du niveau de vie qui a augmenté au cours des 100 dernières années, ce n'est pas le résultat de toutes sortes de choses sur lesquelles on s'est concentré, c'est tout simplement parce que j'utilise 20 kW par heure tout le temps, ce qui me permet d'accomplir ce que je fais tout le temps. C'est la raison pour laquelle je suis riche et ce n'est pas à cause de l'argent. Quatrièmement, nous devons également réduire l'empreinte écologique. Il y a d'autres incidences négatives de l'activité humaine que sur le climat. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour réduire la consommation, pour réduire l'empreinte écologique, la vôtre et la mienne. Et le seul moyen, c'est de réduire la production pour avoir davantage de loisirs. En fait, il faut travailler moins, avoir plus de vacances. Et de cette façon, on n'aura plus le temps de produire autant et l'empreinte diminuera par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Et cela présente l'avantage très net. Et là, je parle comme un intervenant rhétorique. Moi, je pourrais très bien convaincre les démocraties les plus stupides d'adopter ce type de législation. Parce que là, vous pouvez dire, moi, je veux une semaine de vacances en plus l'année prochaine. Et ils diront, à un salaire fixe? Et je dirais oui, au même salaire. Donc, le salaire reste le même. Et je pense qu'il est fort probable qu'ils examinent les circonstances et les conséquences à long terme de tout cela et que l'on examine également le niveau de consommation à long terme. Et puis, je peux redire la même chose tous les ans puisque la mémoire est courte. Cinquièmement, il faudrait essayer de faire quelque chose à propos de cette façon de raisonner à court terme.
Et bien entendu, et lorsque l'on demande aux Suisses de limiter leur émission de gaz à effet de serre et aux Norvégiens la même chose, alors moi je sais que je ne vais pas être élu, je n'ai pas dit non plus que cela allait se produire, je fais simplement une liste pour que vous sachiez ce qui aurait pu se produire si vous m'aviez choisi comme votre dirigeant. Et dernière remarque qui est particulièrement importante. Étant donné que le revenu ne va pas augmenter dans le monde occidental au cours des 40 prochaines années, quoi qu'il advienne, eh bien, c'est le bon moment de modifier l'objectif des sociétés matures pour que ce ne soit plus une augmentation des revenus, mais une augmentation du bien-être qui soit notre objectif. À un niveau peut-être un peu plus profond, mon programme a pour objectif de convaincre les sociétés du monde riche de faire un sacrifice aujourd'hui afin d'obtenir un avantage incertain pour les gens d'ici 50 ou 60 ans. C'est de cela dont il s'agit. Faire quelque chose qui n'est peut-être pas indispensable aujourd'hui pour garantir un monde meilleur plus tard. Et tel est le dénominateur commun de tout ce programme, le fil rouge. Alors je sais que cela sera difficile, mais cela en vaut la peine. Enfin, à mon avis, du moins, cela en vaut la chandelle. Et ce, même si cela revient à dire que je me serais trompée dans mes prévisions. Merci. Nous avons le temps de prendre quelques questions. Si quelqu'un souhaite poser une question à notre conférencier, je vous invite à le faire. Vous pouvez poser vos questions. Yes, please, the gentleman there. Je vous en prie, monsieur. Attendez que le micro vous soit donné. Hi, nice program. Bonjour. Merci, très bon programme. J'ai vu que vous travaillez avec Dow Chemical. Ma question, pouvez-vous expliquer votre point de vue dans cette entreprise avec agression, avec agressivité et suffisamment de détermination? Arrivez-vous à imposer votre point de vue dans une entreprise comme celle-là? As you know, comme vous le savez, une majorité des grandes entreprises du monde ont décidé, il y a 20 ans, de se lancer dans la durabilité. Enfin, on utilisait d'autres mots à l'époque, la responsabilité sociale d'entreprise, par exemple, la durabilité ou d'autres concepts encore. Certaines des toutes grandes entreprises ont engagé des conseillers de l'extérieur pour les aider à faire ce qu'il fallait. Et l'entreprise de Dow Chemical a été une des toutes premières à intégrer des critiques, des gens de l'extérieur en leur sein, et leur ont dit tout ce qu'elle faisait, ont entendu les conseils d'environnementalistes, d'activistes féminines, de représentants de populations autochtones et d'autres groupes encore. Et quel a été l'effet à long terme de ces changements? Eh bien, ça a poussé ces entreprises en 20 ans à faire les choses qu'elles pouvaient faire et qui ne coûtaient rien. Par exemple, dans mon pays, l'idée est folle que 50% de toutes les personnes siégeant dans un conseil d'administration devraient être des femmes. Voilà le genre de mesure, le genre de choses qui est en train de devenir une bonne pratique. Pourquoi? Parce que ça ne coûte rien. Et finalement, les femmes prennent des décisions qui sont tout aussi bonnes que les décisions des hommes. Donc, vous pouvez passer en revue toutes ces mesures, les rapports, le GRI. La plupart des gens savent que le CO2 sort de cheminées, donc différents systèmes sont mis en place. Finalement, ils ont un léger coût,
mais sont très peu onéreux par rapport aux bases de l'entreprise. Et maintenant, 20 ans plus tard, c'est intéressant, nous voyons que la plupart de ces conseils en durabilité, comme celui auquel je siège, commencent à réclamer des choses qui, elles, ont un prix, ont un coût. Et là, on se heurte aux actionnaires, et les actionnaires n'en veulent pas. Ils préféreraient nettement avoir des dividendes élevés que de voir leur entreprise utiliser de l'argent pour changer de vitesse. Au sein de Dow Chemical, producteur de plastique utilisant le gaz comme matière première et du gaz comme source d'énergie pour faire les plastiques, des pellicules, des films alimentaires que vous utilisez en cuisine, par exemple, le rêve de Dow Chemical, ce serait de s'écarter des gaz fossiles pour passer à des gaz renouvelables, des biogaz. C'est un changement tout à fait envisageable, faisable, mais bien sûr, à l'heure actuelle, c'est encore beaucoup plus cher. Et à long terme, il y a des contraintes dans l'offre. Il est difficile de produire suffisamment de biogaz avec toute l'agriculture des États-Unis. Il faut donc réfléchir à différentes choses. C'est un combat que nous menons depuis 10 ans et nous ne pouvons pas le remporter parce que là, on touche au cœur même des multinationales. Et indépendamment de la vision fantastique de dirigeants d'une entreprise, au bout du compte, ce sont les fonds, ce sont les actionnaires qui détiennent une entreprise qui préfèrent avoir quelques milliards de dollars en dividendes plutôt que d'investir ainsi. Donc le seul endroit où vous pouvez avoir un léger espoir, ce sont dans des entreprises aux mains de particuliers, où là, il peut y avoir un propriétaire visionnaire qui est prêt à sacrifier certaines rentrées sur une période de 10 ans pour supporter le prix de la restructuration d'une entreprise vers un mode durable. Ça a été extrêmement utile pour moi-même, en tant qu'activiste qui se fonde sur la science, de pouvoir siéger à ce conseil et ainsi qu'au conseil de British Telecom depuis de nombreuses années maintenant pour voir comment les choses se passent dans ce genre de situation. Je vous remercie. Une autre question de ce côté-ci, madame? You can give the mic, please. Hello? Can you hear me? Oh, you have the mic reserved. Yes. Okay, go ahead. Mr. Renders, Monsieur Randers, un commentaire sur deux cas extrêmes que vous avez donné comme exemple pour la croissance, l'Afrique et la Chine. D'après les Nations Unies, l'Afrique passera de 1 à 2 milliards d'ici 2050. Alors comment va-t-on gérer cela en termes d'éducation, travail, etc. Puis deuxième question, la Chine, c'est-à-dire le gagnant de tout ce concours. Ce que vous nous dites, c'est que vous êtes tout à fait d'accord avec la théorie qui a été présentée dans les années 90 ou peut-être avant, avec le cas de Hong Kong, c'est-à-dire un seul pays mais deux systèmes. Un système politique, le communisme, et un système économique qui suit le capitalisme. Et d'après vous, cela peut fonctionner. Est-ce que vous pourriez faire un commentaire sur ce point? Réponse. C'est très simple. L'Afrique ne va tout simplement pas y parvenir. C'est ce que j'ai dit. L'Afrique sera toujours pauvre dans 40 ans. Tout simplement parce que rien de fondamental ne va changer. Le taux de natalité diminue et c'est une bonne chose. Les femmes africaines font ce qu'elles ont à faire. Sauf que la fécondité au niveau mondial est passée de 3 enfants et demi par femme en moyenne dans le monde dans les années 70 à 2 enfants et demi aujourd'hui. Je suppose que cette moyenne passera à 1 enfant et demi d'ici 2050. Et cela sert d'hypothèse de base à ma théorie.
En fait, en Afrique, on en est toujours à 3,5. On arrivera probablement à 2,5 d'ici 2050. Et c'est tout simplement ainsi qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils resteront pauvres et qu'ils auront moins d'éducation que l'on aurait souhaité. Une chose positive à propos de l'Afrique, c'est que les maladies infectieuses vont être éradiquées, car la médecine moderne coûte tellement peu cher qu'elle va pouvoir être appliquée. Cela aura une incidence très forte sur le taux de fécondité, car lorsque les enfants ne meurent pas très jeunes, eh bien, les parents décident d'avoir moins d'enfants. Ça, c'est une chose positive. Mais disons qu'en règle générale, ils n'arriveront pas à résoudre le problème. Pour ce qui est de la Chine, eh bien, je ne suis pas certain d'avoir bien compris votre question. Mais ce qui se passe avec le système de gouvernance en Chine, c'est ce qui suit. À l'heure actuelle, le Parti communiste est composé de 85 millions de membres. Donc on peut dire que le parti au pouvoir à 6% de la population qui en est membre. Que va-t-il se passer dans les 40 ans à venir? Ce pourcentage va augmenter progressivement. Peu à peu, il y aura de plus en plus de mains sur le volant, en quelque sorte, avec peut-être 40% de la population qui sera membre du Parti communiste, ce qui va élargir la base. Deuxième chose qui va se produire, les dirigeants chinois, au cas où vous ne le sauriez pas, qui sont des gens très éduqués, très bien informés, qui comprennent très très bien ces problèmes, bien mieux que les organisations humanitaires occidentales ou que la police anticorruption aux États-Unis. Eh bien, les dirigeants comprennent que tout ce qui compte, c'est de contrôler, disons, la moitié du budget pour l'investissement dans un pays. Et ils vont donc inciter les entreprises privées à faire tout ce qu'elles veulent, sauf la seule chose qui est importante, c'est-à-dire construire le pays. Les dirigeants garderont la mainmise, disons, de 10% du PIB. Et disons que lorsqu'il faudra mettre en place un système de transport de Beijing à Shanghai, ils ne se demanderont pas si c'est profitable, quel est le retour sur investissement. Ils diront tout simplement, nous avons besoin d'un système de transport, quelles sont les options? Il y en a 3. Et ensuite, ils décideront de l'une de ces 3 options et le mettront en application. Et c'est ainsi qu'un groupe intelligent de personnes pourront très facilement, en 20 ans, construire une nation. C'est ce qui se passera. Et en fait, elles vont abandonner le contrôle sur toutes ces choses que d'autres pensent importantes, mais qui ne sont pas importantes si vous voulez construire une Chine forte et un bon niveau de vie pour les Chinois en Chine. Parce que bien sûr, les Chinois ne veulent pas vivre en Suisse ou en Norvège ou aux États-Unis. Les Chinois sont une culture très fière, très ancienne et veulent vivre en Chine. Ils veulent donc construire le paradis sur Terre pour les Chinois en Chine. Et c'est ce qu'ils feront. Merci pour cette présentation très intéressante et très divertissante. J'aurais une question à poser au sujet de cette façon de se concentrer sur le court terme. Vous avez soulevé de nombreux doutes au sujet de la capacité de la démocratie de s'adapter et de pouvoir surmonter sa difficulté de réfléchir à long terme. Dans votre conclusion, vous nous dites même que la seule solution pour surmonter cette façon de voir les choses à court terme, ce sont les institutions supranationales. Pourquoi, à votre avis, est-ce la seule solution ? Est-ce que les institutions supranationales auxquelles vous pensez seraient-elles démocratiques? Et quel serait le rôle des États et des gouvernements? Y a-t-il des solutions pour pouvoir surmonter cette façon de penser à court terme, notamment dans les entreprises? Réponse, je vais essayer d'être bref, mais bien entendu, c'est une question fondamentale et très importante. Ce qui est une bonne chose, c'est que la société démocratique a réussi à s'imposer à elle-même un système autoritaire dans des régions limitées pendant une période limitée.
J'en veux pour preuve l'adoption et la mise en place des banques centrales. Ce qui est très impressionnant et incroyable, c'est que nous avons pu mettre en place des banques centrales qui soient indépendantes des parlements. Ce sont les technocrates qui décident de faire marcher la planche à billets et non pas le Parlement. C'est donc un excellent exemple de démocratie qui délègue à un groupe de gens que l'on suppose intelligents pour faire quelque chose. Deuxième exemple, dans le droit fil du premier, il y a 2 ou 3 ans, l'Italie a essayé de sortir du chaos avec Monte, qui a été choisi et qui a fait un travail absolument fantastique pendant 3 ans et qui ensuite a été éjecté, tout simplement parce que certains ont pensé que ce n'était pas du bon travail et qu'ils ont voulu s'en passer. Cela démontre donc que l'on est en mesure, dans une société pseudo-démocratique, de donner du pouvoir pendant une période de temps limitée, mais cela démontre également quelques faiblesses. C'est-à-dire que les Italiens ont repris cette autorité, ont retiré cette autorité, alors même que cette personne avait tout de même réussi à résoudre de gros problèmes. Some advice on that. Anyway, any other? When I launched my Italian version, Lorsque j'ai lancé la publication italienne de mon livre, j'ai reçu des applaudissements des femmes dans la salle parce que, bien entendu, c'est le pays qui a le taux de fécondité le plus faible au monde, à part la Chine. Et bien entendu, la raison à cela, c'est Berlusconi qui a mis en place une société qui fait qu'il est impossible pour les femmes d'avoir des enfants et de vivre dans la société. Et donc, la femme italienne étant sage, elle a décidé de ne plus avoir d'enfants. I think she was trying. Je crois que quelqu'un demandait la parole. Elle a essayé plusieurs fois. She's coming. That's okay. That lady over there? Yeah. I found your talk very depressing. J'ai trouvé votre exposé assez déprimant. Je crois que c'était votre objectif, alors merci. Ce qui m'a le plus déprimé, c'est votre liste de recommandations, enfin, ce que vous proposeriez de faire si vous aviez le pouvoir. Ça me paraissait assez timide, assez tiède par rapport à l'envergure du problème que vous avez décrit. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est que vous n'avez pas du tout parlé de la Chine dans votre liste de 6 suggestions, de vos 6 plans d'action. Je crois qu'il y a des limites à votre manque de politiquement correct. Vous n'avez jamais montré la répartition par région des émissions de CO2, mais en regardant vos projections pour le PIB en Chine, on a l'impression que la Chine, c'est vraiment un acteur très important de ce qui contribue à cette augmentation que vous montrez. J'en viens à ma question. Je pense que vous devriez essayer de convaincre l'élite chinoise qui ne vit pas en démocratie, vous l'avez suffisamment dit, très bien éduquée, très formée. Je suis sûr, vos efforts et les efforts de tous ceux qui se préoccupent de cela devraient se concentrer sur la Chine pour qu'ils changent leur manière de produire. Les convaincre de le faire de manière volontaire ou alors les encourager à l'aide de pots de vin peut-être pour qu'ils réduisent vraiment leurs émissions dans les années qui viennent. you must be out of your mind. Je crois que vous avez perdu la tête. Où trouvez-vous une justification éthique en pointant le doigt vers un groupe de personnes et en disant que ces personnes devraient éviter d'aspirer à quelque chose qu'a déjà un autre groupe d'êtres humains? Alors, c'est ce que l'on voit dans l'attitude de nombreuses personnes riches comme vous et moi. Évidemment, c'est quelque chose que l'on retrouve dans les négociations mondiales sur le climat. Et cela ne me paraît pas moral. Les émissions par habitant en Chine représentent 1/6 de vos émissions de CO2.
Alors oui, je suis d'accord. Ce serait utile qu'ils essayent de se développer d'une manière qui soit nettement moins productrice de CO2 que ce que nous avons fait. Mais ils le font déjà à une échelle qui dépasse de loin tout ce que vous connaissez. C'est la première partie de ma réponse. Deuxièmement, si j'étais à leur place, moi, je viserais un grand traité mondial où on pourrait obtenir une majorité. Un traité mondial qui ne contiendrait que 2 paragraphes. Alors là, on avait demandé de quels accords on parlait. Le premier paragraphe dirait: c'est un droit humain que d'émettre 2 tonnes de CO2 par personne et par année. Paragraphe numéro 2. Tous les signataires de ce traité s'engagent solennellement à ne jamais émettre plus par personne que les États-Unis d'Amérique. Donc vous commencez par la situation actuelle. Les Américains émettent 18 tonnes de CO2 par personne par année. Les Suisses sont à peu près à 12, comme les Norvégiens. Les Chinois sont à peu près à 4 ou 5. Et ensuite, vous dites: donc, vous fixez ainsi votre référence. Et la seule manière de pousser les gens à réduire, c'est de regarder les États-Unis qui commencent à baisser. Une fois qu'ils commencent à baisser et que les Chinois arrivent à ce niveau-là, les Chinois également vont commencer à baisser. C'est une sorte de deal pour lequel je me bats depuis plusieurs années, en vain. Le grand avantage qu'il a, c'est que vous auriez 190 signataires. Seuls les États-Unis ne le signeraient pas, peut-être l'Arabie saoudite non plus. Mais vous auriez en tout cas quelque chose en place, une sorte de force morale qui serait derrière ces Américains décents qui, eux, essayent de faire de l'Amérique un vrai leader et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. I think 2 more questions. Lucia, would you like to? I guess it's faster if you come up. Lucia, it's faster because it's faster if you come up. Ce serait peut-être plus rapide que vous veniez vers nous. Je vous en prie. This gives me some unfair advantage relative. Bon, je suis avantagé par rapport au reste des participants, mais j'ai une question. J'ai bien suivi votre exposé. J'étais très impressionné, c'était très divertissant. Il y a également la question épistémologique. Qu'est-ce que cela signifie de faire des prévisions sur 40 ans? Nous savons que les sciences sociales sont bien différentes des sciences naturelles. L'objet de la recherche dans les sciences sociales, c'est vraiment une réflexion, un reflet, une connaissance internalisée. Par exemple, peut-être pas pour vous, mais pour ceux qui nous suivent, si sur la base d'une étude empirique très longue de Fort Knox, pour savoir si Fort Knox a été cambriolé, je conclurai que la probabilité que Fort Knox soit cambriolé se rapproche de 0. Donc je change ma politique, je réduis la sécurité autour de Fort Knox. Il est probable que le lien politique que j'ai trouvé en examinant mes données va grandement changer. Et on me donnera tort, et je crois que les scientifiques des sciences sociales le savent bien. Tout ceci peut changer rapidement. Là, vous faites des prévisions sur 40 ans. Et en vous écoutant, je crois que vous avez trouvé une réponse. Et j'aimerais bien vérifier que j'ai bien compris. Vous dites que vos prévisions dépendent de certaines politiques et vous dites que ces politiques vont probablement peu changer à cause de l'élément du court-termisme dont vous avez parlé. Même si les êtres humains arrivent à voir la lumière, ils n'arrivent pas à changer parce qu'il y a des problèmes d'action collective. Réponse: non, parce qu'ils ne voient tout simplement pas de bénéfices. Ils ne veulent pas. Donc, pour moi, vous vous aventurez sur un territoire assez dangereux, avec des prévisions
sur 40 ans, qui ne sont pas fondées sur des sciences dures, sur les comportements des êtres humains. Alors, vous pourriez peut-être me convaincre, à part sur certains points, je ne répéterai pas ce que vous avez dit. Sur Monti, si vous deviez présenter à nouveau votre livre à un public italien. Merci, merci. C'est une question tout à fait pertinente. Et là, j'ai l'avantage d'être nettement plus vieux que vous. Si vous m'aviez dit tout cela en 1972, comme beaucoup de personnes le disaient, j'avais 27 ans. Cela m'aurait secoué. J'imagine un monsieur d'un certain âge qui m'aurait dit ce que vous faites n'a aucune valeur, rien n'est stable dans le domaine de la sociologie. Et je dois dire que j'étais très facilement impressionnable. C'est lié à ma formation. Je n'étais pas un spécialiste des sciences sociales à l'époque. Donc c'est un fait empirique. Fort Knox n'a jamais été cambriolé. Personne n'a jamais réussi à s'introduire. Les systèmes de marché démocratique qui dominent de plus en plus les prises de décision dans le monde ont gardé cette solution de croissance du PIB, n'en ont pas changé ces 40 dernières années, en dépit de ce que je dis et en dépit de tous ceux qui luttent contre cela de toute leur force. Nous n'avons pas réussi à faire bouger les lignes. Rien n'a bougé, pas un iota. Tout ceci est automatique dans les sociétés capitalistes que nous connaissons. Et donc la réponse technique que je vous donnerai, c'est ce que j'ai dit tout au début, en page 1, en bas. Si je suis persuadé que rien ne changera, c'est parce que, bon, ça n'est pas une question de politique, c'est plutôt les mécanismes que nous utilisons pour mettre au point des politiques. Le mécanisme, il est stable. Le Parlement norvégien va continuer d'opter pour la solution la meilleure marché. Parce que s'il y avait un politicien très intelligent et rusé qui comprenait ce qu'il y a de mieux pour l'humanité, on se débarrasserait très vite de lui. Parce que les Norvégiens vont vouloir privilégier le profit rapide, la consommation à court terme. C'est mon hypothèse. Alors je suis d'accord, si ceci change, si tout d'un coup on me choisit moi ou quelqu'un d'autre qui a les mêmes idées que moi, cela pourrait changer. Mais je ne pense pas que cela se fera. Quant à l'épistémologie, toute prévision se fonde sur des hypothèses. Et ces hypothèses peuvent être avérées ou on peut leur donner tort. Alors j'espère que j'ai tort. Bien. C'est tout à fait formidable qu'il y ait tant de personnes encore présentes dans cette salle qui soient interpellées par ce sujet. Nous allons quand même devoir nous arrêter. Nous pourrons prendre peut-être une question, deux maximum. Rapidement. Alors, ce jeune homme et puis cette personne à droite. Oui, c'est moi, quelqu'un de la génération, de la jeune génération, sur la gauche. Alors, posez votre question. Merci beaucoup pour cette conférence. Merci pour tout ce que vous faites. Je voulais vous poser une question concernant le développement durable, le concept même de développement durable. Ne pensez-vous pas que le développement durable, c'est un oxymore? Est-ce que le développement peut réellement être durable? Parce que je crois qu'il faudrait remplacer le développement par autre chose, un moyen durable. Parce que si on continue de parler de développement, j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas compris et qu'on n'est toujours pas prêt à quitter ce paradigme d'une croissance économique
éternel. Que pensez-vous de l'utilisation de ces concepts qui, moi, me semblent dépassés? Pour moi, l'idée générale selon laquelle on devrait organiser la société humaine d'une manière qui nous permette de vivre une vie longue et paisible sur cette petite planète, en harmonie avec le reste de la création, ça c'est une bonne idée. Malheureusement, et c'était mon Premier ministre à l'époque, a trouvé cette expression « développement durable » pour décrire ce que je viens de vous présenter. Il y avait des raisons politiques qui ont expliqué ce choix de mots. Donc l'idée sous-jacente, elle est bonne. Et on y arrivera ces 100 ou 200 prochaines années. Nous serons dans une situation où nous vivrons en harmonie. Mon ambition, c'est que ce avec quoi nous serons en harmonie devrait être marqué par une grande diversité biologique, plus grande que celle qui nous attend probablement, et je recommande de changer d'étiquette. Ne parlons plus de développement durable ou de durabilité. Nous avons besoin d'un nouveau mot. Bien, encore 2 questions peut-être, monsieur ici, et puis transmettez le micro à quelqu'un d'autre, à ce jeune homme. Bon, vous avez le micro, je vous en prie. Oui, est-ce que vous m'entendez? Merci, monsieur Randers, pour votre conférence. Depuis la conférence de Stockholm en 1972. Oui, je vous ai bien vu, je vous écoute. Nous nous occupons de l'environnement pour qu'il soit de plus en plus propre. Et on sait que tout doit être plus propre et plus vert. On parle de l'économie verte, de croissance verte. Que pensez-vous de la croissance verte? Est-ce que vous me demandez ce que je pense de la croissance verte? Eh bien, la croissance verte, c'est une bonne étiquette par rapport au développement durable, car à certains égards, cela incite les gens à faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire se prendre une direction, une orientation en faveur de l'harmonie avec l'environnement et avec le monde en général. La croissance verte, sur le plan technique, permet d'augmenter le PIB d'une façon qui permette de réduire l'empreinte écologique. Or, cela est tout à fait possible. Par exemple, si vous prenez les 2% de main-d'œuvre qui travaillent dans les secteurs sales et qui produisent beaucoup de CO2 pour chaque dollar produit, et que vous les faites travailler dans les secteurs propres, eh bien c'est de la croissance verte. En fait, cela permet de garantir un PIB stable en réduisant l'empreinte écologique, mais en ayant davantage de PIB par rapport à l'empreinte. Et c'est de cela dont il s'agit avec la croissance verte. Alors, cette étiquette est bonne et l'idée sous-jacente est parfaitement bonne également. Mais bien entendu, reste à convaincre les gens de ce que l'on entend par là. Vous m'entendez? Okay. Parfait. So, sir, I just have one thing. Quelque chose à dire, c'est plutôt une remarque qu'une question, une confirmation peut-être de ce que vous avez dit. Si j'ai bien compris, vous nous avez montré des chiffres qui sont tout à fait impressionnants. Et c'est ce que vous vouliez dire. Mais la seule chose que vous vouliez faire, c'est de faire une conférence, une déclaration tellement déprimante que nous soyons amenés à voter pour vous, pour amener le changement. Réponse. Si j'ai bien compris, non, ce n'est pas cela. Ce que je voudrais, c'est que les jeunes, comme vous-même, s'organisent en mouvements politiques qui contraignent la majorité à faire des sacrifices à court terme afin de garantir un meilleur avenir pour vous lorsque vous arriverez à mon âge. Okay.
That is already the case, sir. C'est déjà le cas. Je participe au Parlement des jeunes européens et je défends le développement durable. Je l'ai fait pendant 10 jours lors de la conférence nationale suisse l'année dernière. Alors je puis vous assurer, nous allons apporter le changement.